Nous sommes de retour pour la deuxième partie de notre émission. Mes trois invités sont restés avec moi. Jean-Bernard Bikim, analyste stratégiste, Brice Nzamba, avocat au barreau de Paris, et M. Tikwi Achadam, vous êtes juriste anthropologue, président du Parti national panafricain. Je rappelle effectivement que deux invités kenyans devraient participer à cette émission. Malheureusement, ils ont eu un incident et ne peuvent être présents ce jour. Le président Kenyatta veut un deuxième mandat à la tête du Kenya et se vante d'un bilan économique assez positif. Mais comment se porte concrètement le Kenya sous sa présidence? Élément de réponse dans ce sujet signé Deogracias Podo et Ibrahima Dioumaba. Bientôt, les Kenyans iront aux urnes pour le compte des élections générales qui se tiendront au mois d'août 2017. Un scrutin prévu dans un contexte particulier car l'économie du pays reste toujours impactée par la crise économique internationale, mais également le terrorisme et des tensions sociales. Le Kenya est pourtant la plus importante économie de la communauté d'Afrique de l'Est, avec un secteur tertiaire représentant plus de 50% du produit intérieur brut. Les autorités tentent de relever le défi de la stabilité financière afin de garantir de meilleures conditions de vie aux populations dans les années à venir. La masse salariale menace de détruire le programme de développement car 50% de tout l'argent recueilli à titre de recettes provenant des contribuables kenyans va dans les poches de moins de 2% de la population du pays. Ces dernières années, le gouvernement kenyan a fortement investi dans le domaine des infrastructures qui représentent le premier moteur de la croissance économique du pays. Les estimations tablent sur un taux de croissance de 6,4% en 2017. Le président Uhuru Kenyatta a pris le Kenya dans des conditions où le pays avait une croissance qui ne se portait pas bien, qui stagnait autour de 5%. Et grâce à sa politique, notamment des grands projets, aujourd'hui le bilan que l'on fait de sa présidence sur le plan économique est un bilan aujourd'hui où le pays s'est redressé. Le pays fait face à l'insécurité à la frontière avec la Somalie et à la gestion des réfugiés. On se rappelle les attaques violentes de Garissa en 2015, 148 morts, ou alors l'attaque du Westgate, 67 morts, qui ont plombé, parce que l'insécurité au Kenya a un rapport avec l'économie. L'insécurité a plombé le tourisme qui représente plus de 10% du PIB kenyan. Le président Uhuru Kenyatta compte briguer un second mandat, mais encore faut-il convaincre la majorité des électeurs. Il mettra sans doute en avant son bilan économique. En 4 ans, il estime avoir assuré le développement des infrastructures, un accès plus large à l'électricité, ainsi que d'autres projets importants réalisés au profit de l'ensemble de la population. Alors, quelques chiffres pour commencer cette partie. Le Kenya, c'est 46 50 000 habitants sur 581 309 km². Le Kenya, son taux de croissance économique a oscillé entre 5 et 6% ces dernières années. Mais le Kenya, c'est aussi 56% de taux d'électrification, contre par exemple 18% au Rwanda. Et le Kenya, c'est plus d'1 milliard de dollars d'investissement dans les infrastructures de transport prévues pour 2017-2018. Monsieur Achadam, un pays qui a compris que l'émergence passe par les infrastructures? Oui, et le développement passe par la route. Ça, c'est vrai. Et nous le vivons dans certains pays où la route a contribué à provoquer le développement. Mais quand j'écoute la situation du Kenya, je me rends compte qu'il y a une croissance. Mais il y a un problème de redistribution des fruits de la croissance. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a croissance qu'il y a développement. Ce qui n'est pas spécifique au Kenya. Si la croissance ne s'accompagne pas de l'amélioration des conditions de vie des populations, il y a croissance, mais il n'y a pas développement. Alors, où se trouve aujourd'hui la justice sociale, les services publics de base à l'endroit des populations les plus défavorisées? C'est là où se trouve la question. Parce que dans nos États, on parle de croissance, mais à un moment donné, on se rend compte que pour rencontrer cette croissance, il faut aller dans les documents, dans les rapports. Or, une économie qui marche se rencontre dans tous les quartiers, dans toutes les villes, dans tous les villages du pays. Dans tous les foyers. Mais là, quand il s'agit de pays africains, il faut aller dans les rapports pour découvrir la croissance. Mais encore une fois, c'est des croissances qui cachent une absence de développement. Jean-Bernard Bikim, alors une problématique qui n'est pas spécifique au Kenya. La quasi-totalité des pays du continent affiche de bons taux de croissance. Mais c'est toujours récurrent d'entendre
croissance, oui, mais on ne voit pas les effets. Qu'est-ce qui explique effectivement cette difficulté des États africains à redistribuer les fruits de la croissance? Il y a trois questions qui expliquent cela. La première question, c'est la dégradation en termes de change. C'est quoi la dégradation en termes de change? Aujourd'hui, pour exporter 1 litre de lait, il fallait, pour le Kenya, envoyer 2 cartons de fleurs, pour faire simple. Alors, aujourd'hui, 2 cartons de fleurs ne suffisent plus à exporter 1 litre de lait. Il faudrait 5, 6 ou 7 cartons de fleurs pour exporter le même litre de lait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les fruits de la richesse produite nationalement sont aspirés par l'extérieur. La première question. Parce que nous importons beaucoup de produits finis de l'extérieur. Parce qu'il existe un déséquilibre dans l'échange entre les pays africains et les pays européens. Il faut le dire clairement. Et ce depuis 1929. On se bagarre depuis... Qui est sans doute lié, déséquilibre qui est sans doute lié au faible tissu industriel, non? Exactement. Et derrière, vous avez une deuxième question qui est la fameuse croissance appauvrissante. Aujourd'hui, on vous dira le Kenya, c'est 5%. Une croissance qui rend pauvre, dites-vous. Une croissance qu'on ne mesure nulle part. D'accord. Mais pour aujourd'hui permettre à un pays de pouvoir mesurer sa croissance, vous avez les acteurs économiques, le boulanger, le tisserand, le maçon. Et ça nous renvoie vers quoi? Ça nous renvoie aux politiques d'aménagement du territoire. Les pays africains sont concentrés sur 2 ou 3 villes, pas plus. Une ville centrale qui remplit la fonction de moteur, de pompe aspirante, qui aspire vers elle toutes les populations. Mais ça, c'est hérité aussi de la colonisation qui a créé des métropoles. D'où la nécessité de déconstruire ces modèles pour co-construire des modèles adaptables qui tiennent compte de nos sociologies. Et ça suppose aussi des infrastructures. Et dans le cas du Kenya, il faut dire 2 choses. Les infrastructures sont construites pour 2 raisons. Permettre au Kenya d'être la plaque tournante de l'Afrique de l'Est et d'autre part, permettre au Kenya de faire prospérer son tourisme. Si vous regardez le Kenya en dehors de Nairobi, vous apercevrez qu'aujourd'hui, pas aujourd'hui, depuis les indépendances, l'ensemble du territoire est rural. Or, sur ces territoires ruraux, l'État n'existe pas. L'électricité, l'eau... L'électricité, c'est 56%. 56%, c'est à saluer. Certains pays sont à 10% ou à 8%. Les services de santé n'existent pas. Ça, d'accord. Je vais sortir un autre chiffre. Oui. 4 millions de Kenyans souffrent de faim. 4 millions de Kenyans. Bon, 350 000 enfants de moins de 5 ans souffrent de problèmes très aigus de malnutrition. Donc ça veut dire qu'il y a un problème énorme, je dis bien énorme, et ce problème il est structurel. Il faut aujourd'hui se reposer la question, est-ce qu'il est possible de faire en sorte que nos dirigeants africains comprennent que les régimes politiques et les systèmes nationaux de gouvernance sont 2 disciplines différentes et que l'une et l'autre doivent coexister pour aller vers le développement. Alors, très rapidement, Brice Nzamba, il est considéré quand même, le Kenya, je veux dire, comme un géant économique dans la sous-région. C'est le Kenya qui est pauvre ou c'est la sous-région qui est pauvre? Écoutez, moi je pense que le Kenya est un pays qui est en voie de développement. C'est un pays qui est un pays modèle d'une certaine manière pour le reste des pays de la sous-région, puisqu'il est considéré comme le meilleur. Mais à mon avis, pas encore suffisamment meilleur, parce qu'il y a encore un travail à faire. Et contrairement à mon prédécesseur, moi je dirais qu'il faudrait qu'on apprenne aux Africains de façon générale et aux Kenyans à se prendre en main. C'est-à-dire que l'État doit créer les conditions pour permettre aux jeunes Kenyans d'être proactifs, c'est-à-dire que mettre en place des lois et des systèmes de la population. Exactement. Donc c'est une force colossale. C'est-à-dire que l'État doit pouvoir prendre des lois, créer des mécanismes qui permettent d'accompagner des projets des jeunes qui veulent, par exemple,
monter des activités entrepreneuriales, c'est-à-dire soutenir l'initiative privée en facilitant un accès au crédit avec même une possibilité pour l'État ou une autorité de l'État qu'on pourrait créer pour la circonstance, pour cautionner, pour être la caution des jeunes qui ont des projets prometteurs pour créer de l'activité économique et donc générer de l'emploi et créer un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'il faut sortir du système mental qui consiste à penser que l'État doit tout faire et que l'État doit répondre à tout. L'État est là pour assurer donc tout ce qui est, on a dit... Les centres de santé, c'est l'État qui... Voilà, c'est ça. Mais il faut créer des conditions pour permettre aussi aux privés kenyans, s'ils en ont les moyens, de créer aussi des centres hospitaliers privés. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait à côté de l'État un cadre juridique et économique prévu pour pouvoir accompagner les initiatives privées. Ça permet de résoudre la question dont on a vu tout à l'heure, que 50% de la richesse générée va à 2% de la population. Pourquoi ? Parce que la plupart des recettes passent par l'État et l'État paye les fonctionnaires et le reste. Voilà. Donc, ça fait que le secteur privé est quasiment encore nul, quoique ce soit un pays développé, le plus développé de sa zone, mais il reste encore beaucoup à faire parce qu'il faut sortir, et d'ailleurs là c'est un pays anglophone, le Kenya, et déjà dans ces pays, les gens, vu un peu la culture pragmatique britannique, ont un peu cet esprit proactif, mais je pense qu'il faut investir, il faut accompagner l'initiative privée des jeunes et des jeunes entrepreneurs qui veulent entreprendre. Et par ailleurs aussi... On reviendra sur ces points en détail quand on parlera effectivement des défis prioritaires du prochain président. Monsieur Achadam, vous êtes chef de parti politique, on connaît vos ambitions politiques. Dites-nous, quel doit être aujourd'hui le modèle économique et social que les États doivent adopter pour sortir ou pour lutter significativement contre la pauvreté ? Quelle doit être aujourd'hui la vision pour chercher le développement? Parce que moi, pourquoi quand il s'agit des États dits développés, on parle de développement, et quand il s'agit des États africains, on parle de lutte contre la pauvreté? Oui, on ne va pas théoriser sur les concepts. Moi, je dis lutte contre la pauvreté. Mais vous comprenez ma question? Oui, la question que je me repose, c'est est-ce que l'Afrique est souveraine? Parce qu'il y a une question de souveraineté qui se pose. Vous avez 3 piliers de la souveraineté que l'Afrique ne maîtrise pas. S'il vous plaît. Vous avez la monnaie, vous avez l'armée et vous avez le droit. Le droit. D'accord. Comment aujourd'hui provoquer de la croissance, maîtriser sa balance commerciale et sa balance de paiement quand on ne pilote pas la production de la monnaie? D'accord, très bien. La problématique de la monnaie, on la connaît. Pourquoi parlez-vous de l'armée? Expliquez-nous un peu en quoi l'armée, effectivement, doit constituer... Aujourd'hui, tout simplement, vous n'avez pas un seul État africain capable de se défendre par lui-même. Vous n'avez pas un seul État capable de se défendre. Et on se rend compte que... se défendre contre quoi? Contre qui? La sécurité pour protéger le territoire africain. Au Mali, on a fait appel à la France. Oui, pour défendre le territoire malien. On peut voir ça. Oui, le Mali, c'est plus d'1 million de kilomètres carrés quand même. Enfin, c'est pas, pas le Togo. Nous avançons vers des États continentaux. Tout à fait. Et si l'Afrique ne prépare pas sa sécurité collective, elle ne sera jamais en sécurité. Et tant qu'elle ne sera pas en sécurité, elle ne pourra pas se développer. Et on aura un interventionnisme permanent. Et l'Afrique restera fragile tout le temps. Et donc c'est pour ça que je me dis, l'Afrique doit se doter d'abord d'une monnaie commune, ensuite d'une armée capable de défendre les territoires, l'ensemble du territoire africain. Parce que une armée continentale. Une armée continentale, bien sûr. Ce n'est pas utopique. Ce n'est pas utopique. Vous voyez, l'Allemagne, c'est un État puissant économiquement, mais l'Allemagne n'est pas en train de sortir de l'Union européenne. L'Allemagne se bat pour se maintenir à l'intérieur de l'Union européenne. Oui, et parce qu'elle a des avantages. L'avenir de l'Afrique est continentale, c'est-à-dire que c'est l'État fédéral seul qui est viable. La monnaie, l'armée et le droit continental, dites-vous, et le droit, très rapidement. Alors, le droit, oui, expliquez très rapidement en quoi est-ce que, effectivement, le droit constitue ce pied. Déclinez-nous. Maître est là. Oui. Il sait que répandre son droit... Il faut un état de droit, dites-vous. Répandre son droit, c'est répandre ses valeurs. D'accord. Il le sait très bien, parce que le droit, c'est un produit social. Et c'est pour ça que Napoléon comptait sur son droit pour abattre les monarchies. Et donc, quand on exporte son droit ailleurs, ça permet d'occuper
le territoire sur lequel on exporte son droit. Et quand on prend le droit de l'annulation des droits des affaires, on se rend compte qu'il n'est pas le produit typique de l'Afrique. Et là, il y a un faut problème. redéfinir, dites-vous, Parce qu'à la place du droit égyptien, il a enseigné le droit romain. Et tous les juristes maîtrisent le droit romain. Mais ils n'ont pas une grande aucune idée sur le droit égyptien. Et ça, il faut y revenir. Très rapidement, il faut éclaircir cette question de modèle économique à adopter. Vous l'avez dit, pas de libéralisme économique. Que faut-il aujourd'hui adopter? Quels doivent rapidement, et quels doivent être les contours du modèle? S'il vous plaît, très rapidement, alors, en 30 secondes, s'il vous plaît, et nous marquons une coup de pause. Très rapidement, il nous faudrait un modèle dit coordonné, au sein duquel l'État est un acteur économique comme un autre, ça va s'appeler comment, qui poursuit... Vous l'imaginez comment, très rapidement? Le modèle que vous préconisez... Il s'appelle un système national de gouvernance coordonné et relationnel, au sein duquel l'État est stratège, il poursuit ses objectifs. Mais ça existe déjà. Il y en a deux, il y a le libéralisme et le système coordonné. Dans le libéralisme, l'État peut être stratège, l'État peut être en coordination. Le distinguo n'est pas évident. Non. Parfaitement, cher, parfaitement. L'État américain est stratège. Il est au service des intérêts de ses privés. Il travaille en coordination avec les intérêts privés. Je vais préciser, s'il était stratège, il n'y aurait pas 1000 milliards d'investissements pour les infrastructures. Premièrement. S'il était stratège, il n'y aurait pas autant d'Américains sans protection sociale. Mais vous pensez que les 1000 milliards pour les infrastructures ne participent pas à une stratégie? D'un point de vue scientifique, vous pensez que c'est des dépenses en l'air? D'un point de vue scientifique, monsieur Nzamba, ne vous en déplaise, il y a deux systèmes dominants. Très rapidement, s'il vous plaît. Le système coordonné libéral et le système coordonné relationnel. Dans les deux cas, dans le premier cas, l'État n'a pas de... Pour parler concrètement, faut-il ouvrir le marché ou le fermer? Si oui, s'il faut le fermer, il faut qu'est-ce qu'il faut consommer? Très rapidement. Alors, faut-il ouvrir le marché ou le laisser? Pour être précis, il faut permettre à l'État d'être l'acteur qui régule l'activité économique entre les flux rentrants et les flux sortants. Ce que moi je constate, c'est que les mots, il faut savoir bien les prononcer, parce que les mots disent ce qu'ils disent. Parce que l'État il doit réguler les flux. Et il me semble qu'en France, l'État régule les flux. Mais vous utilisez les mots dont vous contestez le sens de ce que vous dites vous-même. Je ne vous comprends pas. Je vous propose, monsieur de Maquet. Vous êtes avocat, vous n'êtes pas scientifique, je suis désolé. Monsieur, je vous propose de Maquet. S'il vous plaît, je vous propose de Maquet et une courte pause. Qu'est-ce que c'est un système national de gouvernance? Quand on prononce un mot, il y a toutes les conséquences de sens derrière le mot. Vous ne pouvez pas utiliser un mot. Monsieur Nzamba, je vous pose une question. Qu'est-ce que c'est un système national de gouvernance? Le modèle que préconise Jean-Bena Bikim dans la troisième partie de notre émission. Après une courte pause, à tout de suite. Coordonnateur.